Avec ses montagnes en toile de fond, son centre-ville jeune et dynamique, Grenoble est une des villes les plus agréables à vivre en France. Pourtant, son taux de criminalité est l'un des plus élevés du pays. Joël Théry, 46 ans, est à la tête du commissariat de police de Grenoble. Cela fait 3 ans qu'il le dirige. Cette ville, il la connaît dans ses moindres recoins. Aujourd'hui, Joël est sur une mission un peu spéciale. Il traque un homme violent qui agresse des personnes âgées pour leur voler leur sac à main. C'est pas un simple voleur à l'arraché, on a une vingtaine de victimes. Des personnes âgées, certaines sont encore hospitalisées aujourd'hui. Et il faut absolument qu'on l'arrête dans sa progression. Il faut qu'on l'arrête, définitivement. Et on espère vraiment ce matin le trouver sur son secteur de chasse, parce que c'est vraiment un prédateur. L'individu sévit dans le centre-ville de Grenoble, près des zones résidentielles. Cela ne fait que quelques jours que les policiers tiennent un suspect. En voiture et à moto, ils observent tous ses déplacements. Je me suis blindé dans un jardin derrière une haie, donc j'ai l'allée à vue, donc je peux pas rater le véhicule. Ouais, c'est super, merci à toi. Bon, on attend. L'agresseur emploie toujours la même technique. Il suit ses victimes et les attaque dès qu'elles se retrouvent isolées. Sur cette vidéo, une vieille dame rentre chez elle avec ses courses. Elle est suivie par un automobiliste. La voiture en haut à droite de l'écran. L'individu court vers l'entrée de l'immeuble où il va frapper violemment l'octogénaire à la tête et repartir avec son sac à main. C'est cette vidéo qui a mis les policiers sur sa piste. Après avoir recensé tous les propriétaires de voitures du même modèle dans la zone des attaques, ils ont ciblé un homme dans ce véhicule. Il est déjà connu pour des vols avec violence. Je vais me coller dans la rue à droite, là. Tu refais un passage et tu me confirmes si c'est la bonne bagnole, ok ? L'individu semble très méfiant. Au volant de sa voiture, il multiplie les changements de direction. Il fait des gros coups de sécurité, il s'arrête au milieu de la route et il attend de voir si un véhicule le suit et il repart quand il semble plus suivi. Donc la filature elle est très difficile. Cette fois, il s'arrête dans une station-service pour gonfler ses pneus avant de quitter son véhicule quelques instants plus tard. Dans le secteur avec son téléphone à la main. Il est en train de prendre le mode opératoire qu'il a fait sur une ou deux victimes d'après les témoins. L'individu pourrait être à la recherche d'une nouvelle proie. Il est en train de sillonner à pied les résidences du quartier. Soudain, un appel arrive sur les ondes. Vol d'un sac à main à hauteur du 1 allée Copernic. Oh putain, il a tapé. Il a frappé la victime. 1m80, corpulence mince. C'est lui. Faut taper. Faut taper. L'homme est passé à l'action, toutes les équipes foncent sur lui pour l'arrêter. La voiture va aller où la propriété? Ouais, Steph de Steve, on se rapproche, on se fout des essarts en résidence, dès qu'il sort, on l'intercepte. Mais il semble les avoir repérés. Allez, de récupérer ta voiture, je crois. Il tente de s'échapper. Allez, il sort de la résidence, il sort de la résidence. Ouais, on va pas être sur cette on est résidence des essarts. Allez, il sort de la résidence de Valmy, à l'instant. On le voit. On l'a vu, il arrive devant. Il arrive devant. C'est bon, il est pour nous, c'est bon. Il arrive devant, on va le bloquer. Vas-y, t'es prêt, Syl ? Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai rien fait, c'est bon, interpellation. J'ai rien fait, allonge-toi. T'es armé ou pas? Arrêtez, T'as rien, un couteau, t'as quelque chose? L'interpellation est musclée. Ils savent que l'individu peut se montrer agressif. Écoute-moi, il est 16h15, t'es placé en garde à vue. J'ai rien fait. Les policiers sont convaincus qu'il est bien l'auteur des agressions en série. Ils espèrent maintenant retrouver les effets personnels de la dernière victime. Et là, on cherche dans tout le secteur, on trouve le sac. Bouche d'égout, on fait la totale. Il a dû se débarrasser du sac pour éviter d'être contrôlé avec. Donc, Vous avez rien retrouvé du tout? pour l'instant, on n'a rien retrouvé, on n'a pas fait la fouille de la voiture. On a elle sera faite à l'hôtel de des police. éléments, on a la capuche qui correspond à Il y a l'agression. des vêtements qui sont visibles là, donc là le but c'est qu'on retrouve le sac et puis après on verra. J'ai rien fait, c'est pas vrai. Et tu peux croire ce que tu veux aussi toi. Mais moi je sais ce qu'on a sur toi. Je sais ce qu'on a sur toi. Et t'as bien de la chance parce que t'en prends aux vieilles dames comme ça. J'en ai rien, j'ai rien fait. Tu peux croire ce que tu veux. Tu peux croire ce que tu veux. L'homme nie être à l'origine de cette agression. À une centaine de mètres de là, les policiers viennent pourtant de retrouver les affaires de la victime. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Une carte bleue. On a tout ce qu'il faut, la carte bleue, le sac de la victime et tout ce qu'il nous faut. Largement plus qu'il en faut.
Dans ce sac en plastique, l'homme avait caché le sac à main et la carte bleue de la victime. Des pièces à conviction capitale pour prouver le vol avec violence. Au commissariat de police, c'est cette dame, la dernière victime de l'agresseur. Elle est venue porter plainte. Chantal, 66 ans, rentrée chez elle lorsque son agresseur l'a attaquée par derrière. J'ai accompagné mon petit-fils pour son cours de trompette. Quand je suis rentrée dans mon garage, j'ai senti une vive douleur là sur le côté droit. Il a dû me mettre une gifle ou je ne sais quoi. Et il m'a arraché mon sac, mais je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Et il a pris la fuite très rapidement parce que je suis vite sortie dehors en appelant au secours. Il n'y avait plus personne. La retraitée donnera une description précise des habits de son agresseur aux policiers. Ils correspondront parfaitement à la tenue du suspect. D'autres victimes l'identifieront formellement. Mais en garde à vue, l'homme campe toujours sur ses positions. Moi, je te confronte simplement à ta conscience. Il y en a eu qui a eu un 21 jours d'ITT. Il y en a une autre qui est toujours à l'hôpital. L'une de tes empreintes digitales a été retrouvée sur une petite fiole de parfum qui était à l'intérieur du sac de la victime. C'est scientifique, c'est technique. Là. Il finira par avouer une partie des 22 agressions. Mis en examen pour vol avec violence à l'arraché sur personnes vulnérables, il risque 7 ans de prison. Grenoble, au sud-est de la France, dans l'Isère. Chaque année, des dizaines de milliers de vacanciers viennent profiter des pistes de ski et des activités en plein air. Au pied des Alpes, la ville de Grenoble offre un cadre naturel unique. La vie culturelle et étudiante y est très riche. Mais les habitants craignent certains endroits sensibles, et ce n'est pas un hasard. Fief historique du grand banditisme corse et italien, la ville a longtemps été le théâtre de règlements de comptes sanglants entre groupes mafieux. Aujourd'hui, le banditisme a pris un autre visage. À Grenoble, les violences aux personnes sont particulièrement élevées et traumatisantes. Tu te souviens d'avoir mis la pointe sur le cou dans un premier temps ? Je me souviens pas de ça. La pointe a quand même légèrement transpercé son poumon. Pour lutter contre cette criminalité, Allez, 11 policiers chevronnés travaillent au sein d'une nouvelle unité, le GEC, le groupe d'enquête criminelle. Bon Camille, t'es en garde à vue pour vol avec arme. Vol avec violence, Il me braque, donc à main levée, comme ceci, dirigée contre mon visage. braquage, Ils ont cassé les carreaux, vous voyez, qui sont à l'intérieur. D'accord. Ils ont pris tout ce qu'il y avait là et ils sont repartis en courant. enlèvement, torture. J'étais allongé là. Ouais. Et j'étais là. Donc c'est ici que t'as mis les coups de couteau. Il traite 450 affaires par an. Des affaires souvent complexes et éprouvantes. Depuis quelque temps, les policiers du GEC assistent à un phénomène inquiétant. La multiplication d'affaires criminelles impliquant des adolescents. Une génération de jeunes délinquants qui emploient une violence extrême pour des motifs parfois dérisoires. Francesco, alias Franco, a intégré l'équipe du GEC il y a 2 ans. Aujourd'hui, il travaille sur une affaire de séquestration délicate. Une simple histoire de raquette qui a pris des proportions inimaginables. On va refaire le parcours de son périple qui lui a causé toutes ces blessures. Et comme ça, le fait de refaire le parcours avec la victime, ça va peut-être nous permettre de récupérer des éléments qui seront importants pour nos investigations. La victime est à l'arrière du véhicule. Julien, un adolescent de 16 ans, aurait été enlevé et torturé pendant près de 5 heures par 4 individus de son âge. Son calvaire aurait eu lieu dans ce terrain vague, en bordure d'autoroute. C'est passé ici. Ça se passe ici. Alors, j'étais allongé là. Ouais. C'était là. Tout commence il y a 1 semaine. Alors que Julien rentre chez lui, le jeune adolescent se fait racketter son téléphone portable. Le lendemain, le voleur réapparaît et lui demande 1 000 €. Le jeune garçon refuse. Quelques jours plus tard, l'agresseur revient avec 3 complices. Il lui tend un piège et l'emmène sur ce terrain vague. Ici, Julien est frappé à coups de matraque télescopique et torturé avec un taser, un pistolet à décharge électrique. Il reçoit ensuite plusieurs coups de couteau pendant que les 3 complices de son agresseur surveillent les alentours. J'étais plusieurs, j'étais tout seul, je pouvais rien faire. Si je partais, ils allaient me rattraper. Ils étaient toujours un avec moi, 2 derrière. Il y avait un vélo, si je partais, ils allaient me foncer.
Sur place, les policiers tentent de trouver le moindre indice pour remonter jusqu'aux agresseurs. C'est quoi ça? C'est pas toi ça? Ça te parle? Ça parle pas? On le prend, on verra. Tout est consigné dans une enveloppe destinée à la police technique et scientifique. Un peu plus loin, les policiers repèrent d'autres indices. C'est soigné là, regarde, c'était parfait. Après 4 heures de torture, Julien reçoit des coups de couteau sur le bras, puis dans la cuisse. Il perd beaucoup de sang. C'est alors que l'agresseur et ses 3 complices lui apportent de quoi se soigner. Il est allé chercher. C'est quoi? C'est des comment ça s'appelle? Compresses. C'est là où il le soigne en fait. Donc ça correspond à ce qu'il nous dit. Comment expliquer un tel déchaînement de violence? Et qui sont les auteurs de cette agression barbare? Une semaine d'une enquête difficile commence pour le GIEC. Le lendemain matin, c'est le début des auditions pour la jeune victime. Il tape comme ça? Ou de l'autre? Celle-là? Ok, main droite. Le couteau, est-ce qu'il le tenait la lame vers le haut ou la lame comme ça vers le bas? La lame comme ça vers le bas et il t'a planté comme ça. Les blessures nécessiteront 11 points de suture. Pendant son calvaire, l'adolescent a réussi à entendre le nom de son principal agresseur. Non. Un élément précieux, car s'il a déjà eu affaire à la justice, il est inscrit dans le canonge. 10. Visage rond, visage allongé, mal rasé, un bouc, une barbe... Ce fichier comporte les identités, photos et signalements des personnes déjà mises en cause par la justice. Si tu le vois, tu me le dis. Non? C'est lui? Julien reconnaît immédiatement son agresseur. Il a 17 ans et il est déjà connu pour des faits de petite délinquance. Une photo que Julien a du mal à soutenir. Dans les couloirs du commissariat, cette femme est la mère du garçon. Elle l'a emmené en urgence à l'hôpital après l'avoir découvert en sang dans les escaliers. Et ne le voyant pas arriver, je commençais à m'inquiéter. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai fait le tour du quartier pour savoir si je le trouvais, quoi. Je suis rentré à la maison parce que j'avais mon autre enfant qui était à la maison tout seul. Donc je lui ai dit je reviens, je retourne faire encore un tour voir si je trouve ton frère. Et quand je suis descendu à l'ascenseur, au rez-de-chaussée, j'ai mon fils qui est rentré en pleurs dans un état tapé en sang et tout, quoi. Donc ouais. Les faits se sont déroulés la veille. La maman est encore sous le choc. Le lendemain matin, nouveau rebondissement dans l'affaire. La maman du jeune garçon a appelé les policiers. Elle vient de mettre la main sur un élément précieux qui peut faire inculper le principal agresseur de son fils. Ce sera un prélèvement ADN. D'accord. C'est ce qu'on appelle pour faire la discrimination. Alors qu'il perdit du sang, les agresseurs ont donné un vêtement à Julien. Elle l'a retrouvé dans un placard. Ils lui ont fait quitter sa veste et ils lui ont donné celle-ci à la place. Ok. Vous avez regardé la veste? Vous l'avez regardé si on voyait les traces, non? Je pense qu'il y a du sang dessus parce que j'ai vu qu'il y avait des taches, mais je ne l'ai pas ouverte en fait. J'ai juste vu sur la manche des taches, alors je sais pas. Le vêtement est immédiatement apporté à l'identité judiciaire. Bonjour. Il comporte bien des traces de sang, celles de la victime. Les policiers espèrent maintenant retrouver l'ADN du principal agresseur ou de ses complices. C'est bon, allez. Autre piste, sous la menace de son agresseur, le jeune homme est rentré chez lui pour voler la carte bleue de sa mère. Il ne connaît pas le code, mais un de ses complices tente malgré tout de retirer de l'argent à un distributeur. Merde, vas-y directement. Hein. Ouais. Franco se rend au guichet de la banque. On a un jeune qui a été victime donc de violences avec des coups de couteau et tout ça. Et sous la contrainte, en fait, il a dû donner la carte bancaire de sa mère. Donc je voulais savoir s'il était possible qu'on vous envoie une réquisition pour bloquer les vidéos des 2 caméras avec la tranche horaire qui nous intéresse pour qu'on puisse voir les personnes. Quelques jours plus tard, Franco reçoit les résultats des analyses. Elles révèlent bien un ADN étranger, celui de l'adolescent désigné par la victime comme son principal agresseur. Quant aux complices, la victime ne donne pas d'indication précise aux policiers, mais ces derniers disposent d'éléments concrets. Ces images proviennent de la caméra de vidéosurveillance de la banque, au moment où l'un des complices tente de retirer de l'argent avec la carte volée. Surprise,
il s'agit d'une jeune fille. Ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont demandé au jeune homme les codes d'accès à sa page Facebook. Franco a ainsi épluché toutes les conversations de la victime. Et nouvelle surprise, des prénoms ressortent de ces discussions. Pour Franco, pas de doute. La victime connaît également les complices de son agresseur. Par peur des représailles, il chercherait à taire leur nom. Le policier décide de convoquer l'adolescent pour une nouvelle audition. Cette fois, le ton est beaucoup plus direct. On va pas y aller par quatre chemins. J'ai le nom des personnes. J'ai l'histoire. Je sais ce qui s'est passé. J'ai le nom des personnes. Ok? Donc maintenant, on va recommencer. Tu vas me dire maintenant la vérité. Le jeune qui est venu à la maison, tu le connais. Comment il s'appelle? Non, c'est qui est venu chez toi. Quand t'es rentré que t'as piqué le portefeuille à ta mère, c'est qui est avec toi? Je le connais pas lui. C'est sûr que je le connais pas, je connais pas son prénom, je connais pas où il habite. Pourquoi tu vas dire à des gens que tu connais les 4 qui t'ont agressé? Tu te rappelles pas, pourtant tu l'as dit. T'as cité t'as cité et t'as cité. Ah, c'est marrant parce que ça me fait 4 noms et justement, dans ton affaire, on a 4 personnes. T'étais à l'école avec il fait partie de tes agresseurs. Ils t'ont mis la pression, ils ont dit maintenant tu parles pas. Ils ont fait passer un message à ta mère en disant qu'il fallait pas déposer plainte, que le problème était réglé. Les agresseurs habitent des quartiers voisins. Ils connaissent en fait très bien la victime. Ils ont même envoyé un SMS de menace à la mère. Ils nous narguent, en plus, comme lundi soir quand j'ai sorti chez un, ils se sont foutus de ma gueule, c'est bon. Donc maintenant, t'as pas à en avoir peur. Tu me donnes les noms. C'est clair? Tu en as pas peur, tu fais laisser ça. Il y a des policiers qui sont là pour régler le problème. C'est clair? Je t'ai dit, je te pardonnerai tout sauf le mensonge. Les policiers sont à présent convaincus d'avoir identifié les 4 adolescents ayant participé à la séquestration de Julien. Après une semaine d'investigation, les policiers partent interpeller les agresseurs au domicile de leurs parents. Le meneur présumé du groupe est introuvable. Mais les policiers interpellent 3 complices présumés. Ils les emmènent au commissariat où ils sont tous placés en garde à vue. Il y a 2 garçons et une fille, celle qui aurait tenté de retirer de l'argent au distributeur. Les policiers vont maintenant chercher à connaître le degré d'implication de chacun. J'ai pratiquement rien fait, là je vais porter le chapeau pour une personne que... Je m'en fous de lui, moi c'est pas mon frère, c'est pas mon collègue, c'est rien du tout. Hein. Pendant ce temps, un avis de recherche a été diffusé pour arrêter le principal agresseur présumé. En fin de journée, surprise, il se présente lui-même au commissariat, convaincu par sa mère de se rendre. C'est cet adolescent, en survêtement bleu foncé. C'est donc lui qui aurait racketté, puis torturé Julien. Un vrai soulagement pour les enquêteurs, qui peuvent démarrer les interrogatoires. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui frappe? Pas sous tes yeux. Toi, tu vois uniquement. Il porte que des gifles. Pas de coups de... Coup de matraque dans les jambes. Il lui a donné les coups de matraque. C'est une matraque comment? Télescopique. Comme vous avez. Ok. Tu l'as vu ça, les coups de matraque? Ouais, j'en ai vu 2 ou 3. La personne qui achète tous les objets, c'est toi. Qu'est-ce qui nous dit? C'est tout ce que tu as fait. Et t'as jamais été présent. T'as pas été présent. Il y a marqué con sur ma tête. Tu penses que j'ai passé un petit peu l'âge quand même. Hein? Me dis pas que t'as pas été présent. Mais celui qui intéresse surtout les policiers, c'est ce garçon. Ses complices l'ont tous dénoncé comme l'auteur des sévices. La victime s'est vue délivrer 5 jours d'ITT. Alors 5 jours d'ITT, ça paraît un petit chiffre. Simplement au niveau de ses blessures, il a eu 3 coups de couteau, des coups de matraque télescopique, des coups de taser, et il s'est vu mettre sur le visage à plusieurs reprises du gaz lacrymogène, sans compter les coups de poing, les gifles et les coups de pied. Et pour subir tout ça, il a été menotté. Et les personnes qui ont commis ces actes avec vous, qu'on a interpellés, ils sont en garde à vue. C'est pareil, ils vous ont tous identifié, ils ont tous le même discours. Tout le monde a le même discours que la lettre que la victime a faite. Mais c'est tous des menteurs. Oui, c'est tous des menteurs. Tu veux jouer au con? Tu joues au con, il n'y a pas de problème. C'est ta manière de te défendre, il n'y a pas de souci. On va pas insister beaucoup plus loin, t'inquiète, l'audition. Tu verras les suites demain. Derrière son visage d'enfant, l'adolescent tient tête aux enquêteurs. Alors je peux vous assurer que votre petit sourire narquois que vous avez depuis le début de l'audition,
Demain, je ferai tout pour être présent quand vous serez déféré. Je veux voir quand vous allez décrocher le sourire. Ok? Ça marche. Il n'y a aucun problème. J'assure habituellement, c'est pas nous qui faisons le transport. Demain, on assure le transport. Hein? C'est toi? Tu te prends à l'abri, tu te prends parce que tu vas pas aller au trou et tu vas direct. Hein? Là, les faits, c'est plus de 5 ans. Hein. Aucun d'eux ne semble mesurer la gravité des faits. La jeune fille de la bande est présentée devant le substitut du procureur par vidéo. Tout au long de l'entretien, elle dissimule à peine son sourire. Vous avez compris les raisons de votre placement en garde à vue? Oui. Oui. Bon, en gros, on a voulu extorquer ou soutirer de l'argent à une personne et on a utilisé la violence. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de votre comportement? Parce que je vous vois sourire. Non, mais c'est nerveux, c'est nerveux. Alors cette garde à vue, comment elle se passe, mademoiselle? Quand il se fait long et que ça me saoule. Ça vous saoule? Ouais. Eh ben écoutez, ça risque de vous saouler encore un petit peu, puisque moi, à compter de maintenant, je prolonge votre garde à vue pour 24 heures supplémentaires. On verra demain quelle décision je prendrai vous concernant pour les suites, parce que je vous l'ai dit, hein, on est vraiment au début de ce qui vous attend. Extorsion et violence avec arme, escroquerie. Les agresseurs de Julien risquent tous de la prison. Placé en détention provisoire, le principal bourreau présumé encourt la plus lourde peine. Lutter contre les vols avec violence, c'est une priorité pour le groupe d'enquête criminelle de Grenoble. En 5 ans, ils ont augmenté de 40%. Agression physique à l'arme blanche, ils utilisent aussi de plus en plus souvent des armes à feu pour menacer les personnes. Des événements très traumatisants pour les victimes. Au 4e étage de l'hôtel de police, Emmanuel Munier est le capitaine du GEC. Cela fait 2 ans qu'il est à la tête du service. Ce jour-là, il reçoit une femme accompagnée de son mari. Elle est en état de choc. Asseyez-vous 2 minutes, je vais appeler tout de suite l'hôpital pour vous trouver un rendez-vous. Emmanuel contacte un hôpital pour qu'elle obtienne un rendez-vous avec un psychologue. On vous a envoyé une réquisition pour une dame qui a été victime d'un carjacking hier soir. Et puis elle a été très choquée par l'agression, donc ce serait pas mal. Cet après-midi, ce serait possible à 14h30 ? Oui, c'est très bien. 14h30 cet après-midi. Allons-y. Yann ? Si cette femme est aussi choquée, c'est parce qu'elle a été victime d'un carjacking, un vol de voiture particulièrement violent. Emmanuel accompagne la victime dans les sous-sols du commissariat. Les policiers ont retrouvé sa voiture dans les minutes qui ont suivi le vol. Pensant être poursuivis par la police, les 2 braqueurs ont abandonné le véhicule avec, à l'intérieur... Alors, écartez-vous, je vais sortir le fusil. Un fusil à pompe. C'est avec cette arme qu'ils ont menacé la victime. Vous la reconnaissez, la carabine, ou pas? Oui, d'accord. Ça marche, merci. Les 2 gars ont surgi donc à l'arrière du véhicule pour me tirer les clés absolument. Donc j'avais les clés sur le doigt, etc. et j'accrochais. Son collègue lui dit « braque-la, braque-la ». Il vous braque comment? Et il me braque donc à main levée comme ceci, dirigée contre mon visage. Parce qu'elle résiste face aux braqueurs, les 2 hommes deviennent de plus en plus violents. Et il me projette contre le rétroviseur. Donc rétroviseur droit, donc là je reçois un grand coup très très mal. Et ensuite, comme ça ne suffisait pas, il me projette par terre. Je me trouve allongée, donc avec la tête derrière la roue arrière. Donc j'ai le réflexe, je me mets un petit peu en retrait. Et donc eux ont fait une marche arrière sur les chapeaux de roue et ils sont partis. Dans leur fuite, les braqueurs manquent d'écraser la femme à terre. Moins de 24 heures après les faits, elle a beaucoup de mal à se remettre de son agression. Mais grâce à sa voiture, les policiers ont bon espoir de retrouver les malfaiteurs. On essaye de chercher des objets qui appartiendraient pas à la victime, mais plutôt aux agresseurs. Parce qu'après, ça nous permet de les envoyer au laboratoire de police technique. Ok, d'accord. Il y a des CD, tout ça, ça vous appartient. Un cheveu, une goutte de salive, de transpiration, la plus petite trace d'ADN peut permettre d'identifier les voleurs. La voiture est passée au peigne fin par les experts de l'identité judiciaire. Emmanuel en est convaincu.
Ce sont des délinquants déjà connus des services de police. Ils font leur métier. Donc leur métier, c'est de trouver une voiture et puis ensuite, éventuellement, de s'en servir, soit pour la revendre, soit pour commettre un autre délit ou un autre crime. Pour ce genre d'affaires, on va dire que 95% des cas sont effectivement des récidivistes. Tous les prélèvements seront envoyés au laboratoire dans l'espoir de trouver des profils. Des profils enregistrés au sein du Fichier national des empreintes génétiques, la base de données qui référence les délinquants et les criminels déjà condamnés par la justice. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Emmanuel dans les bureaux de la criminelle. Oui, c'est moi. Il reçoit un appel de l'INPS, oui, l'Institut national de la police scientifique, qui lui livre les résultats des analyses. Ouais. Oh, c'est bon ça. D'accord. C'est super. Non, mais c'est parce qu'on le connaît, si vous voulez, on le cherche depuis 1 an et demi, donc voilà. Les 2 carjackers sont identifiés. Ben là, on a d'excellentes nouvelles, dans le sens où on avait 2 profils qui avaient été mis en évidence par le labo à la suite des constatations qui avaient été faites dans le véhicule. Et donc ces 2 profils, c'était H1 et H2. Donc H1, qu'on cherche depuis 1 an et demi pour tentative de meurtre, donc on ne savait pas trop s'il était encore dans le coin, manifestement, et bien il est bien revenu. Et puis le deuxième, je connais pas. C'est un mec du coin, je pense, on va vérifier. Impliqué dans un règlement de compte à l'arme blanche, le premier individu est déjà recherché pour tentative de meurtre. Son complice n'a quant à lui jamais été mêlé à une affaire criminelle, mais à seulement 19 ans, c'est un délinquant multirécidiviste déjà connu pour une 20aine de faits. Alors, oula, oui, quand même. Des destructions, vol roulotte, vol d'accessoires auto, recel, roïbé, violent, outrage, port d'armes. Ça vous surprend qu'il passe au braquage ? Bah non, pas particulièrement, parce qu'il est déjà bien connu de nos services, donc au bout d'un moment, il faut bien passer à l'étape supérieure, soit s'arrêter complètement. Donc manifestement, lui, il passe à l'étape supérieure. Les policiers du GEC n'ont que quelques jours pour localiser le jeune agresseur et surtout son complice, en cavale depuis plus d'1 an. Après une explosion du nombre de vols à main armée au niveau national, les autorités ont mis en place il y a 2 ans un vaste plan anti-braquage. Depuis, les policiers de Grenoble sont confrontés à une autre catégorie de braqueurs beaucoup plus dure à appréhender. François, 36 ans, est un nouveau venu au groupe d'enquête criminelle. Cela fait 4 mois qu'il a intégré l'unité. Avec son collègue Yanis, il vient d'être appelé sur sa première grosse affaire, le braquage d'un commerce par un commando armé. Donc plus d'infos, 3 mecs, 2 avec fusil à pompe. Ils sont rentrés, ils ont couché tout le monde au sol. Ils ont vidé les promontoires où il n'y avait que de l'or. Le vol s'est fait en quelques secondes dans un magasin de vente d'objets d'occasion au rayon bijouterie. Le mode opératoire est celui d'une équipe de professionnels. Non, il n'y a pas de blessés. Il a été touché pour l'instant ? Non, c'est le secteur, c'est la limite des vitrines. Là. Ils ont touché quoi là ? Ils ont ouvert comment ? Alors, je ne sais pas exactement sur quelle caisse ils ont. Il y en a un qui a sauté par derrière. Ils ont cassé les carreaux, vous voyez, qui sont à l'intérieur. D'accord. Ils ont pris tout ce qu'il y avait là et ils sont repartis en courant. D'après François, les braqueurs avaient probablement repéré les lieux. Ils n'ont volé que des bijoux en or, entre 15 et 20 000 euros de butin quand même. Ils étaient typés quoi ? Européens, pays de l'Est, maghrébins ? Peut-être pays de l'Est, ouais. Plutôt pays de l'Est ? Ouais. J'ai vu une personne avec une cagoule et un fusil. Le fusil, comme ça, à chaud. Pas bien, mais elle aurait dit fusil d'assaut quoi. Ça ressemble plus à un fusil de chasse ou une mitrailleuse comme ils ont dans l'armée ? Ils sont rentrés. Il y en a un qui reste au volant de sa bagnole. Un conducteur attendait les 2 braqueurs. Les visages cagoulés, les mains gantées, le commando n'a laissé aucun indice derrière lui, hormis une empreinte de chaussure. A priori, ils ont dû chevaucher par-dessus le bas-flanc avec le pied, parce que quand on voit avec le contre-jour, on voit une trace de chaussure sur le bas-flanc. Ça peut toujours nous servir si les gens sont identifiés dans le cadre d'une perquisition, si on retrouve une paire de chaussures qui a la même empreinte, qui correspond, donc ça peut être un élément, c'est pas forcément l'élément décisif, mais ça peut être un élément qui peut laisser penser que c'est la même paire de chaussures, quoi. Face à des équipes si bien organisées, la tâche des enquêteurs est complexe. D'autant qu'ils n'ont pas de chance. En panne, les caméras du magasin n'ont rien enregistré de la scène. Des témoins présents au moment du vol ont vu la voiture des braqueurs.
les gendarmes finissent par la retrouver à 15 km de Grenoble. On va faire mouvement sur le site où le véhicule a été retrouvé par les gendarmes avec l'identité judiciaire pour faire des photos du véhicule. Les braqueurs ont abandonné la voiture en rase campagne. Le problème, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose. Elle a pris un coup de chaud, hein. Pour empêcher les policiers de retrouver des empreintes ou des traces ADN, les voleurs ont mis le feu à la voiture. L'exploitation à proprement dit du véhicule en lui-même, là, c'est cuit pour nous parce que le véhicule étant totalement calciné, il n'y a rien à récupérer sur la voiture maintenant. C'est une voiture qui a été volée apparemment, qui a été volée les jours précédents, donc qui a été utilisée. Donc généralement, ça sert de première voiture et après, il y a ce qu'on appelle généralement une voiture tampon ou un véhicule tampon qui attend une autre zone et qui récupère les braqueurs pour pouvoir se sauver après. Impuissants, les policiers doivent maintenant s'orienter vers le deuxième véhicule des braqueurs. Ils vont éplucher les images des caméras installées sur le réseau routier. Mais François le sait, cette affaire peut prendre beaucoup de temps. Les braquages sont souvent les plus durs à résoudre. Nous retrouvons Emmanuel, le capitaine, dans l'affaire du carjacking où une automobiliste a été agressée et menacée avec un fusil à pompe. Les deux suspects ont pu être identifiés grâce à leur ADN laissé dans la voiture et sur l'arme. Il est 5 h du matin. Emmanuel a prévu d'interpeller les deux suspects en même temps. Pour le premier homme recherché pour tentative de meurtre et en cavale depuis plus d'1 an, Emmanuel confie son arrestation au GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. Le suspect, potentiellement armé, se cacherait actuellement dans cet immeuble chez sa mère. De son côté, Emmanuel part appréhender son complice présumé dans un quartier voisin. Allez, c'est parti. Équipés d'un bélier et d'un pied de biche, les policiers du GEC investissent discrètement la cage d'escalier. L'individu de 19 ans vit aussi chez sa mère. L'intervention du GEC est ultra rapide pour éviter que le suspect ne puisse s'enfuir. Tu bouges pas, tu bouges pas. Ouais, pince-le. En quelques secondes, il est menotté. Il était en train de dormir dans sa chambre. Chez toi? Ok, parfait. Bon, t'es en garde à vue pour vol avec arme. Ok? Donc là, il est 6 h. Je vais te notifier tes droits et après on va revenir au service et puis on va te poser des questions. Nuit. À son arrivée, un policier du GIPN lui annonce la nouvelle. Alors? Bonjour. Bonjour. Il était là ou pas? Oui, oui. Ah, c'est magnifique. A priori, ils ont eu l'objectif et si c'est réellement le cas, on va vérifier. C'est inespéré. C'est inespéré parce que ça fait 1 an et demi qu'il est en cavale et ça prouve que on s'est bien débrouillé. Une super affaire pour vous. Ouais, je suis super content. T'es à quel étage? Dernier étage. Tu me laisses la porte ouverte, j'arrive. Manu va formellement l'identifier. Il redescend avec lui quelques instants plus tard. Malgré une apparence juvénile, c'est bien l'homme dangereux qu'il recherchait. À Grenoble, la famille du principal suspect est réputée très difficile. Au commissariat, le jeune homme doit maintenant s'expliquer sur le violent carjacking. Emmanuel lui montre d'abord des photos de la voiture volée. Tu me dis si t'as déjà vu cette voiture. C'est une vieille Audi, ça. Elle est pas belle, hein. Tenez, monsieur. On a déjà vu des comme ça sur Grenoble, mais elle précisément. Le suspect fait mine de ne pas comprendre et répond habilement aux questions du policier. Je montre le fusil qui a été utilisé pour voler cette voiture. Tu me dis si tu l'as déjà vu, s'il te plaît. Ouais, j'ai déjà vu le fusil par contre. J'ai déjà vu, ouais. C'est-à-dire? À quelle occasion? Merci. Ouais, c'était le mien, je me le suis fait voler. Comment? Il était à moi, il m'appartenait. Le jeune homme prétend ne plus être en possession de cette arme, mais Emmanuel a des preuves infaillibles. Sur le chargeur, ok, placé sous série numéro 2, sur le fusil aussi, et sur l'assise du siège passager avant. D'accord?
Ok. Donc c'est bien le même ADN qui est sur les 3. Et après j'ai un autre rapport qui dit que H1, c'est bien toi. Voilà. Mais il n'y a pas d'embrouille, hein, de toute façon. Je veux dire, Yanis, si on se permet de venir chez toi, de défoncer la porte et tout, c'est qu'il n'y a pas de souci, hein, on sait exactement ce qu'on fait. Donc est-ce que tu maintiens ce que tu dis, c'est bizarre, je comprends pas, ou est-ce que tu racontes? Et le problème, c'est que derrière, il y a une dame, quoi. Donc la dame, c'est bien au bout d'un moment de dire qui lui a fait quoi. Si tu voulais vraiment lui faire du mal... Pourquoi je vous explique 2 secondes. Allez, vas-y. Je suis avec mon collègue, il lui a pris les clés dans les mains, il est monté côté conducteur. Moi je suis monté côté passager, elle est venue, je l'ai poussé par la tête 1 ou 2 fois, elle est tombée par terre. On a fait marche arrière, on est parti, on l'a gardé, on est rentré. C'est tout, j'ai plus rien à dire. C'est carré, c'est exactement. En quelques secondes, le suspect passe aux aveux. Mais le plus étonnant, c'est la façon dont il va justifier son passage à l'acte. Manque d'argent, manque de fric, manque tout, vous voyez bien, on voulait flamber avec la voiture, pour rien au final, regardez. Des fois je vais faire 2 ans pour cette affaire. Et voilà, monsieur, on peut plus revenir en arrière. Ça vous fait peur la prison? Non. Pourquoi? Je suis déjà allé une fois et même, c'est cool, c'est pas la mort. Hein. C'est pas mourir. Hein. Présenté devant un juge pour vol de véhicule avec violence et menace par arme à feu, il écopera de 3 ans de prison, dont 2 ans ferme. Son complice, le conducteur de la voiture, sera lui aussi incarcéré. Vol avec violence, carjacking, braquage. La motivation, c'est toujours l'argent. À Grenoble, les cités sensibles sont situées au cœur de la ville. Elles sont le territoire du trafic de drogue, l'autre moyen pour les délinquants de gagner de l'argent rapidement. Il y a quelque temps, les policiers ont fait tomber ici un réseau de trafic de drogue dont eux-mêmes n'imaginaient pas l'ampleur. Ce qu'on a découvert il y a quelques mois, clairement, pour ma part, je ne l'avais jamais vu, même si j'ai travaillé longtemps en Seine-Saint-Denis à Paris. C'est vraiment des caches du type de celle de l'ETA. C'est très très exceptionnel de voir ce genre de choses. Très très exceptionnel. Ça prouve qu'ils sont réactifs, qu'ils ont énormément de moyens financiers. Depuis cette découverte, Joël Théry, le commissaire, monte régulièrement des opérations pour empêcher que les trafiquants se réinstallent. Et quand ces hommes s'y déplacent, c'est avec des casques sur la tête, des boucliers et des flashballs. Les clients ils viennent et ils les servent là. C'est à travers un de ces trous, en apparence anodin, que les dealers avaient mis en place un véritable trafic de drogue à la chaîne. Les policiers l'ont appelé le distribushit. Chaque jour, le réseau écoulait entre 6 et 8 000 euros de produits stupéfiants. Plus de 150 000 euros par mois. Le vendeur prend le billet de 20 euros, délivre la marchandise, ce qui fait qu'il n'y a aucun contact visuel entre l'acheteur et le vendeur. Et pour nous, forcément, ça complique les choses. Hein. C'est pas évident. Hein. Les trafiquants très organisés avaient investi tous les sous-sols, s'improvisant même ouvriers du bâtiment. Ils font des passages. Les passages vont de bâtiment en bâtiment, de cave en cave. Ce qui fait que quand on intervient en surface, il y a un point d'entrée et il y a X points de sortie. Et en fait, vous pouvez rentrer dans une rue et ressortir 2 pâtés de maison plus loin, quoi. Les chefs du trafic s'étaient même aménagé un QG dans une cave. C'est une porte Citex qui est là. C'est une porte qui est posée par une société, donc ce sont des portes sécurisées. Ils arrivent néanmoins à les enlever, mais c'est un peu plus sécurisé. Et là, on avait carrément un appartement repli. Une planque, avec tout le confort moderne. Carrelage tendance et lumière dans le plafond. Écran plat, console de jeu, alcool, friandises et même un lit pour gérer le trafic en toute discrétion. Une cache aménagée qui avait tout d'un bunker. Les dealers avaient posé des portes blindées, renforcées par des barres de fer pour se protéger des attaques de bandes rivales. Des trafics qui peuvent aussi engendrer une autre forme de criminalité. Régulièrement, les policiers sont confrontés à des agressions liées à la dépendance aux drogues. Des toxicomanes prêts à tout pour payer une addiction qui peut leur coûter plusieurs milliers d'euros par mois. Dans les bureaux du commissariat, le major Laurent, 26 ans de carrière dans la police, travaille justement sur une série d'agressions perpétrées par des toxicomanes en manque d'argent. Ils viennent de faire 4 victimes en l'espace de 48 heures. Sur la vidéo de la dernière attaque, l'agresseur frappe sa victime avec une clé démonte-pneus avant de lui mettre un couteau sur la nuque et sous la gorge. Il y a une femme, c'est sa complice, elle est en bas de l'écran. Après plusieurs mois d'investigation, Laurent a identifié 2 suspects et convoqué l'homme agressé au distributeur pour lui montrer une série de portraits. Alors,
On va commencer par les femmes. Donc je vous laisse regarder attentivement cette planche photo et vous me direz si oui ou non vous reconnaissez l'auteur. C'est la 9. La numéro 9. Numéro 9. Très bien. Très très bien. Numéro 9, c'est qui? C'est la personne à qui vous pensiez Tout à fait, oui. Donc c'est plutôt positif pour l'heure. Et la seconde planche dont je vous parlais, qui regroupe 9 individus. C'est le 4. Numéro 4. Très très bien. Pareil pour vous, c'est très intéressant, oui. Les suspects sont déjà connus pour des agressions liées à la drogue. Ils sont en couple. Le profil de ces gens-là, c'est des profils de toxicomanes qui avaient besoin ce week-end-là d'espèces sonnantes et trébuchantes pour acheter soit de la drogue, soit des produits de substitution s'ils ne sont pas inscrits dans des protocoles, etc. Tous les deux sont déjà en prison. Ils ont été incarcérés il y a quelques semaines pour d'autres faits. L'homme pour un cambriolage, sa compagne pour un vol avec violence. Laurent extrait la jeune femme de la maison d'arrêt pour la reconduire au commissariat. Elle a 28 ans. Elle est maman d'un petit garçon, aujourd'hui placé dans une famille d'accueil. Consommatrice de longue date de produits stupéfiants, elle est tombée dans la cocaïne avec son compagnon il y a 1 an. Une drogue qui l'a rendue complètement dépendante. Une fois que tu as le cerveau qui est pris dedans, t'en veux. Ça rend presque suicidaire. Quand on n'a pas, t'as l'impression que t'en sortiras jamais, qu'elle t'a pris en fait. Moi j'ai vu la personne que j'aime changer littéralement, devenir violent, méchant, dire des choses. Enfin, voilà, je veux dire, à la fin tu t'en fous de tes parents, de ton fils. Il n'y a que ça, la coke. Et pour financer son addiction, elle a peu à peu basculé avec son compagnon dans la délinquance. Une spirale infernale. Et ça coûte tellement cher que, voilà, une fois qu'on a fait un crédit, qu'on n'arrive plus à aller travailler, qu'on paye plus ses loyers, on fait quoi? Il reste quoi à faire? Tellement ça rend dingue, tu fais des choses que tu n'aurais jamais fait. J'ai mon père qui est décédé, j'ai une assurance vie, c'est tout passé dedans, jusqu'à que j'en ai plus, et c'est là que c'est parti en sucette. Combien c'était l'assurance vie? J'ai eu 40 000 euros. Vous avez cramé 40 000 euros dans la cocaïne? À peu près, j'ai acheté d'autres choses, mais franchement, à 300 euros par jour, ouais, et ça allait très très vite. Moi j'ai l'impression d'avoir vécu un tourbillon de descente aux enfers. J'avais jamais rien fait de mal de ma vie, à part me défoncer, mais j'avais jamais tapé quelqu'un, j'avais jamais volé quelqu'un. Là j'en suis là quoi. C'est trop violent, c'est trop violent. Arrivé au commissariat, Laurent a organisé un tapissage. Vous mémorisez le numéro et on en parle une fois qu'on est sorti. Ça vous va? Allez. Derrière une vitre sans teint, la toxicomane est alignée avec 2 autres femmes. Elle porte le numéro 3. Vous vous souvenez du numéro là? Elle était où? À quel endroit? Son compagnon a également été extrait de prison. L'homme au centre, habillé en noir. C'est donc avec lui qu'elle aurait commis la série d'agressions. C'est bon? Allez, 3. C'est 3. Ah oui, celui du centre. Là encore, la victime n'a aucune hésitation. Avant d'auditionner le couple de toxicomanes, Laurent organise une fouille du véhicule de la jeune femme. Il aurait été utilisé par le couple au moment des faits. La voiture a été saisie par la police, peu de temps après la série d'agressions. À l'intérieur, l'enquêteur fait des découvertes intéressantes. On a retrouvé le premier objet qui tenait main droite. On cherchait aussi le couteau qui tenait main gauche. Probablement que ce couteau-là découvert dans le véhicule correspond au couteau utilisé. On va voir. En garde à vue, la jeune femme avouera les 4 vols avec violence. Il ne reste plus à Laurent qu'à entendre son compagnon. En dehors de l'agression au distributeur automatique de billets, il est aussi soupçonné d'avoir planté un tournevis dans le dos d'une victime à qui il essayait d'extorquer 20 €. Une agression qui a failli coûter la vie à la personne. Tu montes dans la bagnole et tu pars. Et là, Delphine, elle a vu que tu as pris le billet de 20 €. Sauf ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a eu un coup de tournevis. Et là, tout de suite, t'es mal. Tu lui dis, j'ai fait de la merde. Entre guillemets, j'ai fait de la merde, je crois que j'ai planté un mec, je suis pas bien. Tout de suite, t'étais très mal. Tu t'es mis à pleurer, t'étais vraiment très très mal. Donc ce monsieur, sache qu'il va mieux, quand même, mais qu'il a quand même été conduit à l'hôpital pour un pneumothorax et un hémothorax. C'est-à-dire que la pointe du tournevis a quand même légèrement transpercé son poumon. Il y a eu un appel d'air dans le poumon, il a fait 48 heures d'hôpital, il a 5 jours d'ITT.
Ouais, je me rappelle avoir eu une altercation avec quelqu'un d'une couleur noire. On s'est battu, ouais, mais après, le tournevis, le truc, je me rappelle pas. L'homme était sur le point de sortir de prison pour son affaire de cambriolage. Il reconnaît ses vols, mais affirme n'avoir aucun souvenir de la violence employée. Une circonstance aggravante qui peut lui coûter plusieurs années de prison. Tu te souviens d'avoir mis la pointe sur le cou dans un premier temps? Je me souviens pas de ça. Et sous la gorge, non? Non. Tu te souviens juste d'avoir eu le démon de boulon et le couteau? Le démon de boulon, ouais, mais pas le couteau. Après, c'est possible, mais je me rappelle pas l'avoir vu. L'individu campe sur sa version. Mais sur les images de vidéosurveillance, Laurent a relevé un dernier détail. L'agresseur portait une gourmette au poignet avec son prénom inscrit dessus. T'as une gourmette aussi, Cédric. Non mais tu portes une gourmette avec ton prénom, Cédric. Cette fois, difficile pour l'individu de nier les faits. La gourmette, les aveux de sa compagne, le couteau retrouvé dans la voiture. Laurent dispose de toutes les preuves. Pour cette série d'agressions, il risque, avec sa compagne, jusqu'à 7 ans de prison. Ces histoires sont souvent éprouvantes pour les policiers du GEC. Mais parfois, il leur arrive de tomber sur des affaires très surprenantes. Nous retrouvons Emmanuel, le capitaine, au commissariat. Il est 6 h du matin et il se prépare à une nouvelle intervention. L'individu qu'il va chercher a déjà été arrêté à plusieurs reprises pour des vols et des agressions. Il est très bien connu de ses services. Pour la petite histoire, on est allé chez lui l'année dernière et donc on avait sonné normal parce que c'était pas une grosse affaire. Et puis bon, on a attendu un petit moment, il a dit qui c'est. Là, on a entendu la chasse d'eau à plusieurs reprises. Puis après, il a sauté par la fenêtre du 2e étage quand même. Hein. Donc, et puis il s'est fracassé. Donc il a réussi à se barrer, mais on l'a récupéré quelques mois plus tard, il avait encore mal au dos. L'individu est régulièrement impliqué dans des affaires rocambolesques. Cette fois, la scène s'est déroulée un soir, dans une chaîne de restauration rapide. Il a voulu avoir des hamburgers gratuits au McDonald's et il a exhibé un fusil à pompe pour ce faire. Donc on va aller le récupérer. Cela peut prêter à sourire, mais la police et la justice ne plaisantent pas avec ce genre de fait. Menace avec arme, il encourt la prison. D'ailleurs, par le passé, ce même individu a été condamné à 6 mois de prison pour avoir agressé au couteau un homme qui avait déjà refusé de lui donner gratuitement un sandwich kebab. Le suspect étant peut-être armé, les policiers ne prennent aucun risque. Il est 6 h, vous êtes en garde à vue pour une histoire de tentative d'extorsion avec arme. Ok ? On s'expliquera au commissariat, il n'y a pas de souci. L'homme est surpris. Tentative d'extorsion avec arme, c'est pourtant bien ce qu'on lui reproche. Les policiers fouillent son appartement. Je cherche le fusil à pompe qui a servi. Cette arme, il l'aurait exhibée pour obtenir des sandwichs gratuits. L'homme, habitué aux interpellations, joue la provocation avec les policiers. Quand je mets ça... Voilà, du parfum avant la garde. Allez, habillez-vous. Ouais, je m'étire, ouais. Je prends le courant ou quoi? T'as peur que je saute par la fenêtre? Je passe par la fenêtre. Tu pourrais pas, la personne est fermée. J'aurais voulu, vous m'attrapez pas. C'est vrai. Sur la tête de ma grand-mère. Tu vois, je prends, on habite au 3, je monte au 4, je monte au 5 par le balcon. Vous voyez quoi? Vous avez laissé personne en bas. Tu vois, je connais pas ou quoi? Vous avez laissé personne en bas. L'homme est emmené au commissariat où il va devoir s'expliquer. Problème pour les policiers du GEC, ils n'ont retrouvé aucune arme à son domicile. C'est cet homme en veste noire qui lui a servi les sandwichs. Je l'ai déjà reconnu. Alors c'est qui? Le numéro 2. Numéro 2, pas de doute? Non. Ok, bah impeccable. Refusant de lui donner des burgers gratuits, le suspect lui aurait alors montré du doigt son fusil posé sur le siège passager. Quand il a vu que je voulais pas lui donner de sandwich gratuit, il a mis la main sur l'arme et moi je me suis enlevé à ce moment-là. Moi je suis père de famille depuis pas longtemps et la première chose à laquelle je pense en fait c'est pas me mettre en danger ni mettre quelqu'un d'autre en danger. Donc je cherche même pas à discuter en fait. C'est-à-dire que quand il a mis la main dessus, j'ai pas cherché si c'était une vraie ou une fausse, je me suis enlevé et j'ai enlevé tout le monde de la cuisine et j'ai fermé les portes du restaurant. Lors de son audition, l'homme ne perd pas son sens-famille. Il a une version très inattendue de cette histoire. Je suis arrivé au McDo, j'ai pris un menu. J'étais tout seul, ma voiture à ma femme, ma tête. C'est vrai, j'avais bu un peu, il était minuit et demi, minuit. Je lui dis un menu. Il met le menu, tac, je vais à l'autre, il me dit 8,60 ou 8,10.
Je vais à l'autre caisse où je dois payer. Tac, il me dit quoi? Il part, il enlève son micro, il part en courant, son casque. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il a, lui? Je reste comme ça dans ma voiture, j'attends. Le gérant, il arrive, je dis, oh, pourquoi il parle, le serveur? Il me dit quoi? Bah, regarde ce que t'as à côté. Moi, je me retourne, je vois, c'était le jouet à mon petit, hein. C'était un fusil à balles. Cette arme serait selon lui un jouet appartenant à son fils. Tu tires, ça tire plein de balles. Il y a 2 gâchettes, ça tire plein de boules. Des boules. Des balles, des ballons de plastique. Ah, des ballons plastiques. Un fusil à balles, ça s'appelle, j'ai acheté à King Jouet à Mélan. Que l'arme soit réelle ou factice, cela ne change rien. Dans le cas d'une tentative d'extorsion, la peine est la même. Mais l'individu affirme ne jamais avoir menacé le caissier. Celui-ci aurait paniqué. J'ai braqué personne, j'ai rien sorti du tout, moi. La mec, c'était un falche, déjà d'une, j'aurais braqué quelqu'un, ils auraient vu direct c'est un vrai ou un faux. Bah, il était là posé. Et ni c'est un vrai ni c'est un faux, parce qu'ils peuvent pas faire la différence. De loin, ce qui était posé, déjà. Mais si j'aurais sorti, là, il aurait dit, là, il aurait vu la ferraille ou bien le plastique. Là, il aurait reconnu à l'œil le plastique, la ferraille. Il prétend avoir jeté le jouet en question. Aucune arme n'a été retrouvée par les policiers du GIEC. Le procureur considérera qu'aucune preuve ne permet de démontrer la tentative d'extorsion. Je sais pas comment tu fais pour te trouver dans ces embrouilles à chaque fois. Parce que l'histoire du kebab aussi, c'était une embrouille. Au kebab, hein. Ils sont passés en jugement, ils sont même pas venus les 3 jugements. Le jeune homme ne fera l'objet d'aucune poursuite. Il quitte le commissariat libre. C'était la 39e fois qu'il était interpellé par la police. Le GIEC de Grenoble, quant à lui, élucide 54% de ses enquêtes.